Que l'on s'y intéresse ou non, il existe une structure chronologique liant tous les jeux de la série principale The Legend of Zelda, la fameuse timeline, officialisée pour la première fois en 2011 pour les 25 ans de la saga et mise à jour plusieurs fois depuis, et encore dernièrement avec l'ajout du dernier opus, The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Et si cette chronologie n'est pas un élément primordial dans le développement des jeux et de leur histoire, elle est toujours d'actualité aujourd'hui et est chez certains fans source de nombreux débats et de nombreuses théories. Bien que le site officiel de la série présente les 21 jeux sur la page de la chronologie, il est un mystère qui demeure encore aujourd'hui, le placement exact de The Legend of Zelda Breath of the Wild et de sa suite The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. En effet, contrairement aux autres jeux, ces deux opus en monde ouvert, qui ont rencontré un immense succès sur Nintendo Switch, apparaissent détachés des autres épisodes. Si un grand nombre de personnes y voient là le signe que ces opus n'ont pas de lien avec la timeline et sont potentiellement un reboot de la saga, il est en réalité probable que cette zone de flou soit créée uniquement dans le but de laisser les joueurs théoriser sur l'histoire de la série. Un visuel présentant la même timeline, avant l'ajout d'Echoes of Wisdom, avait d'ailleurs été montré au Nintendo Live 2024. A nouveau, de nombreuses personnes, qui en plus d'y voir une mise à jour de la timeline alors que cette chronologie était disponible depuis des années sur le site officiel de Nintendo, y ont vu là encore une confirmation du fait que Breath of the Wild et Tears of the Kingdom sont détachés du reste de la série. Cependant, à ce sujet, il paraît plutôt logique que si tel était le cas, ces deux opus auraient été placés en dessous de l'ancienne timeline sur le visuel du Nintendo Live 2024, et non à la suite des autres jeux dans le même bloc. Nous verrons donc dans cette vidéo en quoi la question d'un lien entre Breath of the Wild et Tears of the Kingdom et la timeline est intéressante, et également comment, à travers différents indices pris dans les jeux et en dehors, nous pourrions relier tous les opus de The Legend of Zelda. Malgré les dires de certaines personnes, lier Breath of the Wild et Tears of the Kingdom à la timeline n'est pas dénué de sens si cette chronologie nous intéresse. Au-delà d'une obstination déraisonnée de fans, cette volonté de mettre en lumière un lien entre les opus de 2017 et 2023 et le reste des épisodes de la série est explicable par un fait aussi banal qu'évident. Ces opus présentent une multitude de points communs et de liens avec la chronologie établie avant eux. Et bien que cela puisse paraître logique étant donné que tous sont des jeux The Legend of Zelda, cela ne relève pas de simples références ou clins d'œil, mais bien d'une logique de conception de l'univers dans sa globalité. En effet, l'un des acteurs les plus fiables de la série, à savoir Hidemaru Fujibayashi, le réalisateur de ces opus lui-même, avait été questionné au sujet du placement de Tears of the Kingdom dans une interview quelques mois après la sortie du jeu. Il avait alors déclaré: « Il faut savoir que la série The Legend of Zelda est fondamentalement conçue dans le but de proposer une histoire et un monde qui ne s'effondrent pas. Nous ne faisons pas les choses sans réfléchir en nous demandant juste s'il serait intéressant de placer les événements au hasard. » Les mots du réalisateur sont clairs, les faits et événements exposés dans les jeux The Legend of Zelda sont le fruit d'une réflexion logique dans le but de maintenir un univers cohérent. Ainsi, Breath of the Wild et sa suite Tears of the Kingdom ne sont pas des reboots ou des retcons de la saga, mais bien de nouveaux événements qui ont, d'une manière ou d'une autre, un lien logique avec l'univers précédemment établi. Ils ne marquent pas non plus une réunification des timelines comme proposé par certains, cet événement étant tout simplement physiquement impossible et inimaginable. Au-delà des éléments principaux caractérisant la série, comme la plupart des peuples, des personnages ou des lieux que l'on retrouve dans nombre d'épisodes de la saga, revenons sur quelques points spécifiques qu'il paraît pertinent d'aborder dans l'établissement d'un lien entre les deux opus qui nous intéressent et le reste de la chronologie. Tout d'abord, les 3 déesses d'or et de lumière, qui sont un élément constitutif du mythe d'Hyrule et de la mythologie du royaume. Ce sont elles qui,
Dans la timeline d'origine, on créait la Terre et les cieux au début des temps, et c'est également le cas dans l'univers de Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. Effectivement, le nom de Nayru est cité par Zelda dans Breath of the Wild, et les symboles de chacune des 3 déesses apparaissent dans divers endroits en Hyrule. De plus, la jeunesse du monde est mentionnée dans The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Masterworks, le livre officiel détaillant le développement et l'univers de l'opus de 2023. Ensuite, la déesse Hylia. Si cette divinité est d'une importance capitale dans la mythologie hyrulienne et ce avant même la fondation du royaume d'Hyrule, elle n'est pourtant introduite qu'en 2011 dans The Legend of Zelda Skyward Sword, puis seulement réutilisée dans Breath of the Wild puis dans Tears of the Kingdom. Néanmoins, elle est représentée dans ces 2 opus exactement de la même manière que dans Skyward Sword, à savoir à travers la représentation de statues, exactement similaires entre les jeux. Les statues de la déesse sont d'ailleurs, dans l'univers de Tears of the Kingdom et Breath of the Wild, l'un des éléments les plus anciens de l'histoire, déjà présent aux origines du peuple Sonao. Ainsi, dans tous les opus où elle est mentionnée, elle incarne la divinité qui veille sur Hyrule et ses habitants. C'est d'ailleurs le sang de la déesse Hylia qui, à travers sa réincarnation dans Skyward Sword, coule dans les veines de la famille royale d'Hyrule dans tous les opus précédents Breath of the Wild. Mais c'est aussi vrai pour ce dernier et sa suite, puisqu'il est dit dans la légende du fléau que le sang de la déesse coule dans les veines de la famille royale d'Hyrule dont fait partie Zelda, tout comme l'âme du héros habite différents héros au fil des âges, aussi bien dans ces épisodes que dans les opus plus anciens. Pour revenir à la famille royale porteuse du sang de la déesse, la reine Sonia, ancêtre de la Zelda de Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, est détentrice du pouvoir du temps, tout comme semble l'être la princesse Zelda de The Legend of Zelda Ocarina of Time, qui, en tant que sage et également membre de la famille royale porteuse du sang de la déesse, a pu renvoyer le héros du temps dans le passé, provoquant la division de la timeline. Cela pourrait confirmer une filiation entre la famille royale de Tears of the Kingdom et Breath of the Wild et celle de la timeline des autres jeux, quand on sait que les pouvoirs des sages sont héréditaires. Enfin, un lieu précis d'Hyrule dans Breath of the Wild et Tears of the Kingdom établit un lien direct avec Skyward Sword, le premier opus de la chronologie. La source de la force, qui plus qu'une simple inspiration ou référence, est en tout point identique à la source de la contemplation, tant en termes d'apparence, si ce n'est l'usure du temps, qu'en termes de situation géographique, à savoir à l'est du volcan de la région d'Ordine. En analysant Breath of the Wild, on remarque un certain nombre de détails qui font le lien avec les différentes branches de la timeline, et ce même en omettant les références aux divers jeux que peuvent être les noms de lieux-dits ou les tenues trouvables un peu partout en Hyrule. On constate donc, par exemple, que dans cet épisode, Ganon revient sans cesse pour s'abattre sur Hyrule, ou bien encore que Zelda semble être en possession de la Triforce complète, comme c'est le cas de la famille royale d'Hyrule à la fin de The Adventure of Link. Le fait que les personnages de Naboru et Ruto sont explicitement cités en tant que sages montre quant à lui que Breath of the Wild et sa suite se déroulent après Ocarina of Time, dans une ligne temporelle où le héros du temps n'a pas été renvoyé dans le passé. Ainsi, tout nous pousse à croire que les opus de 2017 et 2023 se situent en bout de timeline de la défaite, longtemps après The Adventure of Link. Du moins, c'est ce que je pensais avant la sortie de Tears of the Kingdom. Il apparaît clair que quel que soit le placement de ce dernier et de son préquel, ceux-ci se situent en tous les cas en bout de timeline, tant les événements qui les constituent ne peuvent s'intercaler entre 2 jeux déjà existants. Cependant, il est évident que la sortie de Tears of the Kingdom, avec l'histoire de l'âge des dieux qui y est comptée, a chamboulé les théories concernant le placement de Breath of the Wild dans la chronologie. En effet, cette histoire vécue à travers les souvenirs de la princesse Zelda revenue dans le passé évoque la fondation du royaume d'Hyrule par un personnage nommé Raoru, tout comme c'est le cas dans la timeline d'origine. Seulement, ce Raoru, bien qu'il soit également sage de la lumière, est totalement différent de celui qui apparaît dans Ocarina of Time. Aussi, on assiste dans Tears of the Kingdom à l'arrivée du chef des Gerudo Ganondorf à la même époque que la fondation d'Hyrule, alors que dans la timeline des précédents jeux, la fondation du royaume se déroulait bien avant la naissance de Ganondorf. Ces arguments, comme tant d'autres,
qui peuvent au premier abord paraître comme un détachement de la part des développeurs vis-à-vis de la chronologie originale, sont en fait des indices qui nous mènent vers une idée peu envisagée jusqu'alors. Le royaume d'Hyrule de Breath of the Wild et Tears of the Kingdom n'est pas le même royaume que celui de tous les autres jeux. Cette possibilité, qui sera développée dans cette vidéo, a même été suggérée par M. Fujibayashi lui-même, dans la même interview que celle citée précédemment, où il affirmait que les jeux The Legend of Zelda étaient conçus pour garder une cohérence vis-à-vis les uns des autres. Il avait alors déclaré « Il est possible que l'histoire de la fondation d'Hyrule se déroule après une histoire de destruction. » Le royaume d'Hyrule de Tears of the Kingdom est donc possiblement un nouveau royaume fondé longtemps après la destruction de l'ancienne Hyrule des autres jeux. Mais quelle pourrait être la cause de cette destruction ? Peut-être une inondation causée par un pouvoir divin ? Vous l'avez compris, la seule destruction complète et définitive de l'Hyrule des anciens jeux survient à la fin de The Legend of Zelda The Wind Waker, quand le roi Daphnesno Hansen utilise la Triforce pour faire le vœu de détruire Hyrule, la terre du passé, afin d'anéantir Ganondorf, et que le royaume disparaît définitivement sous les flots. Au fil des millénaires, l'eau serait donc progressivement partie, révélant les terres de l'ancien royaume, redevenues vierges mais à la topographie et aux environnements très similaires. Les traces d'une mer sont d'ailleurs toujours visibles en Hyrule à travers notamment les nombreux cristaux de sel provenant d'une mer ancienne, mais surtout à travers les grands fossiles de baleines observables dans diverses régions du royaume très distinctes. Et même si dans The Legend of Zelda, les baleines ne sont pas toujours des espèces marines, le fait d'en trouver des fossiles est très probablement le témoignage d'un ancien océan sur les terres d'Hyrule. En effet, il ne s'agit bien là pas d'ossements, mais de fossiles, qui implique un processus de transformation des restes de l'organisme en minéraux, processus qui est, dans la très grande majorité des cas, possible grâce à la présence d'eau chargée en minéraux. Si des peuples récurrents comme les Iliens ou les Gorons ne constituent pas des indices suffisants pour soutenir cette théorie, bien que les deux peuples soient présents à la fois dans The Wind Waker et dans Tears of the Kingdom et Breath of the Wild, la présence des Zora et des Piaf en sont d'importants, et ce avant même la sortie du 20e opus. En effet, avant Breath of the Wild, les Piaf ne sont apparus que dans The Wind Waker, comme étant une évolution des Zora suite à la première inondation d'Hyrule. Dans ce jeu, les Piaf avaient une apparence mi-oiseau mi-humanoïde, tandis que dans les derniers opus, ils ont totalement une apparence d'oiseau, ce qui pourrait être le résultat de l'évolution de ce peuple, qui s'est poursuivi petit à petit après The Wind Waker. Mais comme on l'a dit, les Piaf sont censés être l'évolution des Zora. Pourtant, ce dernier peuple est bel et bien présent aux côtés des Piaf dans Tears of the Kingdom et Breath of the Wild. Si cela peut apparaître comme une incohérence, on peut en réalité l'expliquer très simplement. Au moment de la première inondation du royaume, certains Zora sont partis des terres d'Hyrule, tandis que d'autres ont fui vers les hauteurs. Ceux-là ont progressivement évolué en Piaf, tandis que les Zora étant partis de la terre des dieux, ont fondé une nouvelle communauté de Zora qui n'a pas évolué et qui est revenue après la disparition de l'océan des millénaires plus tard. En ce sens, il est d'ailleurs fait mention d'un autre domaine Zora extérieur à Hyrule dans Tears of the Kingdom, domaine d'où vient Yona, la fiancée du prince Sidon. Pour finir sur les Piaf, il paraît beaucoup plus logique qu'ils soient liés aux Piaf de The Wind Waker, ne serait-ce qu'en se référant aux noms liés à ce peuple ou à la musique de leur village, plutôt qu'aux Foka de The Adventure of Link dans la timeline de la défaite, ces derniers étant exclusivement liés au Grand Palais et placés là par l'ancien roi d'Hyrule afin de protéger la Triforce du Courage. On peut d'ailleurs ajouter que les Korogu présentés comme les descendants des Kokiri après la première inondation d'Hyrule et uniquement présents dans The Wind Waker avant Breath of the Wild, sont également présents dans ce dernier et dans sa suite. Côté bestiaire, on remarque que les Griok de Tears of the Kingdom sont très similaires aux Griok de The Legend of Zelda Phantom Hourglass, à savoir des hydres manipulant les éléments comme le feu ou la glace. On retrouve également dans Tears of the Kingdom deux boss rappelant très clairement deux boss de The Wind Waker, à savoir d'une part Lito Goma, qui comme Goma dans The Wind Waker est le boss du donjon de la zone volcanique d'Hyrule, et surtout d'une autre part Glagaïla, qui est comme son homologue désertique Gaïla, le boss du temple du vent. Si l'on s'attarde à nouveau à la destruction de l'ancienne Hyrule sous les flots à la fin de The Wind Waker, on constate que plusieurs éléments essentiels à la saga disparaissent avec le royaume.
Tout d'abord, la Triforce. La relique divine est engloutie et ne fait plus jamais parler d'elle ensuite, ce qui pourrait expliquer que personne n'en ait connaissance dans Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, ou, bien qu'elle y soit présente comme on le voit sur la main de la princesse Zelda à plusieurs reprises, elle ne semble connue de personne et Zelda elle-même ne semble pas avoir conscience de possiblement la posséder. Mais la Triforce n'est pas le seul artefact qui disparaît avec l'ancien royaume. Il y a aussi l'épée de légende, plantée alors dans le crâne de Ganondorf. La lame purificatrice serait ainsi restée en sommeil sous la mer des millénaires durant, jusqu'à ce qu'elle ne soit retrouvée par les habitants de la Nouvelle Hyrule et utilisée à nouveau dans le combat contre le mal. Enfin, on l'a dit, c'est Ganondorf, né à l'ère du héros du temps, vaincu par le héros du vent, qui disparaît avec le royaume de l'ancienne Hyrule. Éternellement lié à ce royaume, il semble que le chef Gerudo ait bel et bien disparu à ce moment-là, à l'instar du roi d'Hyrule. Mais la malédiction de l'avatar du néant dont il était l'incarnation s'est visiblement transmise chez un nouvel homme du désert, un nouveau Ganondorf né lors de la fondation de la Nouvelle Hyrule par Raoru et Sonia à l'âge des dieux de Tears of the Kingdom. Néanmoins, ce nouveau Ganondorf semble avoir conservé un héritage du Seigneur du Malin, à savoir un sabre qui porte exactement comme celui de Ganondorf dans The Wind Waker, une inscription en référence aux sorcières Kotake et Kume. Mais ce qui est réellement intéressant avec cette inscription, c'est qu'elle est écrite, bien qu'apparaissant dans Tears of the Kingdom, en illien de l'époque de The Wind Waker, établissant un lien direct entre les deux opus. On peut d'ailleurs noter que ces inscriptions se retrouvent également sur les tenues des deux Gerudo masqués accompagnant Ganondorf à l'âge des dieux, toujours écrites en illien de l'ère océanique. Outre l'explication de la légitimité de lier Breath of the Wild et Tears of the Kingdom au reste de la timeline de The Legend of Zelda, cette analyse de différents faits issus des jeux de la série nous aura permis d'établir des pistes de réflexion sur un placement des deux opus longtemps après The Wind Waker, Phantom Hourglass et Spirit Tracks, dans la timeline de l'âge adulte faisant suite à la victoire du héros du temps de Ocarina of Time, après la destruction définitive de l'ancien royaume d'Hyrule sous les eaux. L'océan progressivement parti a laissé place à une terre vierge où arrivèrent un jour les premiers Sonao, recevant la bénédiction de la déesse Hylia, protectrice éternelle de la terre des déesses qui créèrent la Triforce et les pierres occultes. L'Hyrule d'antan n'étant plus, un nouveau royaume a pu voir le jour sur la terre des dieux, porté par les héritiers du sang de la déesse et la civilisation Sonao, et peuplé par les différentes races descendantes des anciens Hyruliens. La Triforce, bien que toujours présente, a été oubliée après avoir disparu avec l'ancien royaume, et le mal lié à la malédiction poursuivant l'âme du héros et le sang de la déesse a refait surface à travers un nouveau Ganondorf, issu du peuple Gerudo de retour sur les terres désertiques d'Hyrule. Et quand on y pense, ce placement dans la chronologie serait un excellent parallèle entre l'histoire de The Legend of Zelda et la conception des deux opus de 2017 et 2023. À la fin de The Wind Waker, le roi de l'ancienne Hyrule détruit définitivement son royaume pour laisser place à l'avenir. Et dans cette idée, Breath of the Wild et Tears of the Kingdom s'affranchissent de nombreux codes de la licence en y apportant un nouveau souffle. Un nouveau royaume d'Hyrule pour une nouvelle formule de jeu The Legend of Zelda, sur les anciennes terres et les anciennes bases de la légende. Aurons-nous un jour une confirmation ou une infirmation de cette théorie ? Aurons-nous un jour des précisions sur les événements détaillés de Breath of the Wild et Tears of the Kingdom ? Que la réponse soit positive ou négative, cette saga légendaire à l'univers aussi vaste que riche n'a pas fini d'agiter les débats et les réflexions, et tant que la Terre des Dieux aura des mystères à proposer, nous serons là pour les étudier.